Aujourd'hui, je suis ravie d'accueillir Sophie Léal qui nous parle de son parcours avec l'entrepreneuriat, qui est très riche parce qu'elle a beaucoup voyagé, mais aussi de par ses expériences. Aujourd'hui, Sophie est coach de vie et nous parle beaucoup mieux que moi de son parcours et de ce qu'elle apporte autour d'elle. Donc, je te laisse l'écouter car c'est très enrichissant. Bonne écoute. Hello Sophie, je suis ravie de te retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode du podcast Créer, digitaliser et entreprendre où tu vas nous raconter ton parcours avec l'entrepreneuriat. Je tenais juste à m'excuser par avance pour cette voix automnale un petit peu rouillée et dérouillée que j'ai, mais voilà, je pense que tu vas plus parler que moi, donc pas de problème. Bonjour Alexane, merci de me recevoir aujourd'hui. Ça me fait vraiment super plaisir qu'on enregistre enfin cet épisode. Puis pas de souci pour ta voix, t'inquiète pas, un petit verre d'eau, une petite pastille et ça va aller tout seul. C'est ça, un peu de miel et c'est bon, ça repart. Ouais. Bon alors, est-ce que tu peux nous parler de ton parcours avant d'être entrepreneur? Qu'est-ce que tu as fait avant et qu'est-ce qui a fait que tu t'es lancée à ton compte? Ok, alors le parcours est long et sinueux, on va dire ça comme ça. Je suis française d'origine, j'ai été élevée en France, j'ai fait mes études en France. Il y a 2 décennies de ça, donc je te laisse compter avec tes doigts quel âge je peux avoir. J'ai fait des analyses biologiques et biotechnologiques à l'époque. Et en ça, ça m'a menée à travailler en région parisienne dans des laboratoires médicaux. Je faisais des prises de sang et j'analysais en fait les résultats pour les clients. Ok. Et puis, à l'époque, j'étais déjà avec mon conjoint, qui est devenu mon mari maintenant, et on avait envie de partir de la France. Ok. On avait envie d'aller explorer le monde. Donc, on parle de ça il y a peut-être 16 ans. Et un été, on a fait un rêve comme ça. On a acheté un magazine, Le Point. Je ne sais même pas si ça existe encore en France. Oui. Oui, et donc ça s'appelait Cap sur le Québec. Ok. Et on arrivait en feuilletant les pages de ce magazine et 6 mois après, on était parti au Québec. Mon mari a eu une offre d'emploi avec un visa spécial pour tous les deux. Et ce visa ne me permettait pas de travailler dans le médical. Donc là, c'était un peu la cata. On a déménagé assez rapidement. On ne savait pas que le visa allait m'empêcher de travailler dans mon domaine. Mais en même temps, ça faisait déjà une couple d'années que je pratiquais dans le médical, que je commençais à tourner en rond, que oui, j'aimais ça, le contact avec les gens, mais c'était peut-être, je me voyais pas en fait évoluer toute ma carrière là-dedans, dans ce milieu-là en tout cas. Donc je me suis dit, ok, c'est beau, on est dans un pays où tout est possible, parce qu'au Canada, on sent vraiment cette ambiance-là où tout est possible. Donc je me suis cherchée pendant un moment. J'ai travaillé en magasin de matériel d'artiste, donc un équivalent de Cultura québécois. Ok. Donc j'ai commencé au plancher, j'ai évolué jusqu'à un poste administratif de bureau donc. Et puis là j'ai découvert que j'adorais, mais alors j'adorais, j'adore ça, tout ce qui est organisation, planification, c'était juste comme waouh, pourquoi j'ai jamais découvert ça avant. Donc voilà. Et là, j'ai fait une formation de project manager. J'ai eu un PMP, un CAPM en premier, puis un PMP ensuite, Mhm. parce que j'étais française et qu'il me fallait absolument un diplôme. Donc voilà. Mhm. Et j'ai travaillé en boîte de com pendant, je veux dire, 5-7 ans à peu près, en Ouais. boîte de com à Montréal. Et j'étais project manager. Parallèlement à tout ça, j'ai appris à développer ma créativité. J'ai créé une grosse plateforme francophone. À l'époque, il n'y avait pas Pinterest. Donc, j'ai créé une grosse plateforme francophone, pardon, de partage de DIY. C'était vraiment un truc énorme. Il faut savoir qu'à l'époque, il y avait une espèce de bulle du web. Là, tout était neuf, tout était nouveau. WordPress commençait, tout était pas forcément facile, mais tout était Mhm. accessible. On va dire que voilà.
Donc, j'ai gardé ce side project-là pendant 10 ans, à peu près. Ok. Donc, je faisais ça en plus du project management. Je faisais pratiquement un tuto DIY par jour. Je sortais ça. Donc, je te laisse imaginer l'organisation de folie que j'avais. Bah justement, est-ce que tu peux nous en parler? Comment tu faisais pour jongler entre tout ça? Je me tirais les cheveux. Je me rendais pas compte que je brûlais la chandelle des deux côtés. En fait, non, j'étais hyper méga organisée. Je me levais très tôt le matin. Je travaillais souvent 1 heure avant de partir. Mhm. J'avais du voyagement, donc je prenais le bus 30 minutes. Ces 30 minutes-là étaient pour le travail. J'avais tout le temps des carnets de notes avec moi. Mhm. Et puis, par contre, j'ai cette facilité-là que hors période de rush pour mes clients, mais une fois que je ferme la porte de l'entreprise, je fermais la porte de l'entreprise. C'est-à-dire que je commençais à 8 heures, je finissais à 16 heures. S'il n'y avait pas de rush client, je finissais à 16 heures. Et donc ensuite, j'allais chercher mon fils. Donc j'avais quand même mon 30 minutes de bus où je travaillais pour moi. J'allais chercher mon fils, c'était les devoirs. Je faisais du batch cooking. À l'époque, le batch cooking n'était pas cool encore. Mais je faisais du batch cooking, donc je cuisinais pas tous les jours. J'ai un super mari sur qui je peux compter, donc il s'occupait aussi de mon fils, de notre fils, pardon, notre fils aîné. Et puis le soir, je travaillais, les week-ends, je travaillais. Dès que j'avais 1 heure de pause dans la journée, je travaillais. J'étais devenue une accro du travail. Et la conséquence a été une énorme traversée du désert créatif pendant 2 ans ensuite. D'accord. Quand ça a un peu dérapé, on va dire. Parce que ça devient une addiction, quoi, parce que si tu veux conserver tes chiffres, il faut que tu travailles, il faut que tu continues à mettre. Et puis Pinterest est arrivé, Pinterest m'a volé entre guillemets. Je me compare pas non plus à Pinterest, mais c'est vrai que ça m'a pris beaucoup, beaucoup de mon, voyons, de mon audimat, on va dire ça comme ça. Mhm. Et puis, à l'époque, quand j'ai lancé donc la première version de l'effet créa, il y avait plein de communautés. C'était le boom des forums, Hello Coton et tout ça. Et j'avais énormément de visibilité avec tout ça. Et le jour où tout ça, ça a fini, que Google a décidé de rechanger les paramètres de plein de choses, mon site web, il est tombé un peu dans les méandres, malgré tout le travail que je pouvais faire. Ça a été une déception. Et puis après, j'ai comme associé cette déception à, à ma créativité. Et puis il y a eu un désert créatif. Je m'éloigne un peu, je crois. Non, pas du tout. Non. C'est Ok. quoi ce désert créatif du coup? Ce désert créatif, c'est juste que tu as envie de créer, tu as envie de faire quelque chose, et puis tu t'installes, tu as tout ton matériel, tu as tout ce qu'il faut devant toi. Et puis, tu es bloqué. Tu es bloqué, tu n'arrives pas. Quand tu arrives à faire quelque chose, tu as l'impression de faire de la MERDE. C'est ça, c'était vraiment une frustration constante en fait que je liais à ma créativité. Et puis une espèce de surconsommation. Donc à l'époque, j'habitais encore au Canada. Et c'était la facilité que plutôt que de passer du temps à créer, j'allais dans les magasins. Et j'achetais plein, plein, plein de matériel dont je n'avais pas besoin. Je m'en suis rendu compte évidemment après, mais j'étais persuadée que la solution était dans le matériel, alors que finalement la solution était dans un travail de retour vers moi. Ok. Et c'est à ce moment-là que tu as décidé peut-être de quitter ton travail et de te lancer à temps plein ou comment ça s'est passé? Alors en fait, il y a eu plein de choses en l'espace de très peu de temps qui sont passées dans ma vie personnelle. Entre autres, j'ai eu un deuxième enfant avec mon conjoint. Mhm. Lui, mon conjoint, a fait un burn-out, un vrai Ok. burn-out, bien comme il faut, bien sévère. J'ai été renvoyée de la boîte de com pour laquelle je travaillais, bien que j'étais enceinte. Bienvenue au Canada. Et puis, il y a eu plein de choses comme ça qui sont toutes mélangées en même temps. Et on s'est rendu compte qu'on était trop loin du support et de la famille, qu'on aimait beaucoup, mais que du coup, on voyait beaucoup moins que lorsqu'on habitait en France. Il y a eu comme une espèce de manque, il y a eu des décès dans nos familles tous les deux. Enfin, il y a eu plein de choses qui se sont mélangées. On a décidé de rentrer, de partir du Canada, de vendre notre maison et de revenir vivre en Europe.
Donc, on est parti vivre ici en Allemagne. OK. Et en fait, en arrivant en Allemagne, j'ai eu le choix, ce que je n'avais pas eu depuis très longtemps. Mmh. J'ai vraiment eu le vrai choix euh, avec, avec mon temps. En fait, pour la première fois, j'ai eu du temps pour réfléchir. Et je me suis dit, ok, je pourrais aller retourner travailler pour une boîte, une grosse boîte allemande dans laquelle on doit parler en anglais en fait. On travaille en anglais et continuer mon project management. Parce que j'adore ça, j'adore vraiment organiser, j'adore Mmh. vraiment planifier, j'aime le contact avec les clients, j'aime vraiment tout cet aspect-là. Mais même si j'adore ça, même si j'étais bonne et performante, que je suis une joueuse d'équipe, ça ne me nourrissait pas intérieurement. Et en fait, j'avais un rêve depuis une dizaine d'années et c'était le coaching. Je voulais devenir coach de vie. 10 ans, bizarrement, une dizaine d'années auparavant, je m'étais comme posé la question, est-ce que je devais continuer mon project management dans une nouvelle entreprise, parce que j'ai eu un changement d'entreprise à l'époque, ou est-ce que je me lance à fond et je deviens enfin coach de vie, quelque chose que je voulais vraiment faire depuis longtemps. Mmh. Et puis, mes insécurités ont conduit au choix que finalement je suis allée dans le project management. Mais quelques années plus tard, je me suis rendu compte que ça ne me nourrissait pas, que oui, ça nourrissait une partie de moi, mais pas entièrement, pas complètement en fait. Alors que Mmh. finalement, le coaching, maintenant, je vois que ça fait 4 ans quand même que je suis coach certifiée, je me rends compte que ça me nourrit entièrement. Je suis beaucoup plus épanouie. Il n'y a pas de jour, oui, il y a des jours difficiles, mais il n'y a pas de jour où je me dis, ok, je claque la porte et j'arrête. Alors que Mmh. finalement, le project management, j'avais souvent cette réflexion-là où je me disais, je claque la porte et j'arrête. Ouais. Et donc du coup, c'est à ce moment-là que tu t'es dit: «OK, il y a eu quand même beaucoup de changements dans ma vie, j'aimerais bien me recentrer sur ce que j'ai vraiment envie de faire, quoi». Ouais. En fait, je me suis dit, quitte à être en période de crise, autant l'être bien comme il faut et faire un changement de carrière parce qu'avec la difficulté, tout est tellement mieux. Mmh. Mais oui, oui, c'est vraiment à cette période-là, ça m'est paru vraiment comme une évidence. Euh, En fait, j'ai eu un accident médical, on va dire ça comme ça. J'ai fini à l'hôpital et je me suis dit, c'est pas vrai que finalement, je suis en train de passer à côté de ma vie. J'ai vraiment eu cette Mmh. réflexion-là et j'étais la passagère de mon TGV, quoi. J'étais pas du tout la conductrice. Et je me suis dit, ok, qu'est-ce qui pourrait faire que je devienne la conductrice? Déjà, étape numéro un, c'est vraiment faire un travail dans lequel ça me nourrit entièrement, ça me passionne tous les jours et même si c'est difficile au quotidien, je vais m'éclater. Mmh. Et alors concrètement, c'était quoi, ce que tu as décidé de lancer? Alors concrètement, donc j'ai décidé donc de me lancer dans le coaching de vie, Mmh. c'est-à-dire que au départ c'était très large parce que je pense qu'on devient un vrai coach en coachant les gens, pas juste en passant une certification. Mais donc au départ, je voulais juste accompagner les femmes dans des évolutions de vie. Et puis maintenant, c'est plus une exploration intérieure, des outils créatifs, trouver l'équilibre, se libérer du poids du passé, se libérer des pensées limitantes qu'on peut avoir. C'est beaucoup plus précis maintenant. À l'époque, c'était vraiment beaucoup plus large. Mais finalement, je me suis rendu compte que j'avais des affinités, plus d'affinités avec certaines clientes et avec certains types de réflexion, on va dire. OK. Et du coup, comment tu t'organises au quotidien depuis ce jour-là? Alors, je vois vraiment, en fait, 2 temps. 2 temps depuis les 4 dernières années. Donc, le temps numéro un, c'est quand on est arrivé ici, en Allemagne. Donc, j'avais un petit poupon, un petit bébé. Et en Allemagne, en fait, l'équivalent de la crèche, ça s'appelle une kita. Et il n'y a pas de place avant 3 ans. Donc c'est ça. Donc j'ai travaillé à mi-temps. Et là, je suis tombée vraiment dans mes travers. C'est-à-dire que je travaillais tout le temps. Dès que j'avais 5-10 minutes, je travaillais, je travaillais, je travaillais. J'ai commencé par développer des podcasts avec Creative Lifestyle. Mmh.
que tu connais, Alexane. Oui. Et donc, j'ai enregistré beaucoup d'épisodes dans lesquels je donne en fait, parce qu'ils sont toujours en ligne, c'est pas que je donnais, mais je donne des outils de développement personnel et des outils aussi d'organisation, parce que bah, parfois on a l'impression qu'on manque de temps dans la vie, mais finalement quand on est organisé et qu'on connaît sa façon de fonctionner, on se libère du temps, et cette liberté de temps peut nous amener à une facilité de réflexion. On va dire ça comme ça, puis après de la réflexion va découler l'action. C'était un peu ma façon de penser à l'époque. Donc c'est ça, j'enregistrais des podcasts. Donc en fait, c'est ça, je suis retombée dans mes travers, c'est-à-dire que je travaillais tout le temps, tout le temps, tout le temps, 7 jours sur 7. Dès que j'avais un 5 minutes, dès que mon fils faisait un dodo, j'étais vraiment trop. C'était trop. C'était juste trop. Et puis finalement, bah, mon fils a fini par aller à l'Akita. Ça m'a dégagé, on va dire, du temps. Le Covid aussi m'a dégagé du temps, on va dire ça comme ça, parce que ça arrivait à peu près à la même période. Euh, et puis, finalement, je me suis dit, OK, j'ai vraiment du temps. Je peux commencer vraiment à travailler comme j'ai envie de le faire, c'est-à-dire travailler de façon beaucoup plus slow, beaucoup plus Mm. respectueuse de mon rythme. Alors, j'ai pas vraiment d'organisation hyper carrée dans le sens où tous les jours, 8h30, je fais ceci, cela. Je fonctionne plus en bloc de temps. Mhm. Ce qui est certain, c'est que tous les jours, 8h30, en fait, j'ai une pièce. Bah, maintenant, les gens ne peuvent pas voir, mais c'est ça. Donc, Mhm. j'ai une pièce vraiment pour moi. C'est mon studio. Et bah, la porte, elle est fermée de 8h30 jusqu'à midi et demi. Ouais. Et puis, bah, évidemment, j'utilise plein d'outils pour m'organiser. Je suis très papier, donc je suis très planeur. Je travaille en Mhm. bloc de temps avec des codes couleurs, avec des moments donc qui sont vraiment en fait, mes semaines sont vraiment découpées différemment, mais ce qui est certain, c'est que dans un mois, évidemment, il y a du temps alloué à mes clientes en coaching. Il y a du temps de préparation pour le coaching. Il y a du temps de retour aussi où je reviens donc à mes clientes sur les points importants, leurs devoirs, ce genre de choses-là. Puis différentes communications entre les séances, Mhm. parce qu'on a une séance par mois. Il y a les appels découvertes, donc quand des personnes inconnues me contactent pour m'engager entre autres pour le coaching. Mhm. Et puis après, à côté de ça, il y a vraiment tout le travail que je fais pour les ateliers. Donc c'est des ateliers préenregistrés, des ateliers qui mêlent la créativité et le bien-être. Et donc là, ben, ça va passer le travail, l'organisation du travail à scénariser, scripter, ensuite filmer, faire le montage. Donc là, j'ai mon super assistant qui m'aide dessus. Mhm. Et puis après, ben, il y a toute la partie marketing, le montage en tant que tel sur mon site web, des pages dédiées donc pour les ateliers. Et puis après, il y a tout le travail d'écriture parce que j'aime beaucoup écrire. En fait, les podcasts, j'adorais ça parce que j'aimais écrire. Et pour moi, c'était un autre moyen de faire ressentir des choses aux gens. Mais donc, bah, c'est ça, il y a tout le travail d'écriture, podcast, blog, mise à jour du site web. Il y a après, évidemment, toute la partie pas fun que j'aime pas, qui va être toute la partie administrative, donc les factures, ce genre de choses. Voilà. Oui, quand on est entrepreneur, après on devient un vrai couteau suisse et on fait même les choses qui ne nous plaisent pas tant que ça. Exactement. Et du coup, au quotidien, comment se déroule une semaine type ou un mois type pour toi? Parce que je sais que tu as une semaine réservée à tes coachings, comme tu me l'as Ouais. dit en off juste avant. Donc, est-ce que tu peux nous parler de, voilà, de cette organisation un peu type et des types de logiciels que tu vas utiliser, par exemple, pour t'organiser ou des choses comme ça? Ouais. Alors je vais dire un mois type en fait, plus qu'une semaine. Mhm. Donc un mois type, j'ai vraiment une semaine qui est dédiée à mes clientes, où là je ne fais quasiment rien d'autre que du coaching. Donc c'était la semaine dernière, par exemple. Mhm. Je prends peu de clientes en même temps.
J'ai quand même un maximum de 5 clientes en même temps. On a un rendez-vous par mois. Donc, tu peux faire le calcul, hein, 5 clientes, ça veut dire un appel par jour. Mmh. Mais un appel client, ça peut durer 2 heures, 2 heures et demie facilement, parce que si on est sur le point de libérer quelque chose, on va dire ça comme ça, ou que je sens qu'on est prêt à découvrir quelque chose, je vais aller jusqu'au bout, puis je sonne pas le timer en disant ça y est, la séance est finie. Donc c'est des longues séances, mais c'est ce qui me convient, c'est ce qui convient aussi à mes clientes, donc c'est parfait. Dans cette semaine-là, en général, rentre le travail de suivi avec mes clientes. Donc après la séance, elles reçoivent le résumé, les devoirs, les points importants, des petits hints, Mmh. les choses sur lesquelles j'aimerais qu'elles travaillent, auxquelles je viens de penser parce que j'ai une idée de génie. La semaine précédente, donc avant le coaching, en général, c'est une semaine. En fait, c'est pas vraiment une semaine, mais c'est plusieurs moments que je dédie à la préparation de mes coachings. Mmh. Il y a aussi du temps d'apprentissage parce que je pense quand on est entrepreneur, comme tu dis, on est un couteau suisse, donc il y a toujours plein de choses à apprendre, des formations à suivre, des livres à découvrir avec des concepts à l'intérieur à aller explorer. Donc ça, c'est quand même une grosse partie de mon mois. Ensuite, j'essaye de faire tout ce qui va être travail que j'associe à la communication. Pareil, je regroupe ça aussi sur une semaine. Donc, je vais par exemple travailler tous mes templates pour les réseaux sociaux. Qui dit template pour moi dit Canva. Canva, c'est tellement mon facilitateur de travail, même si ça me fait tomber peut-être un peu trop dans une certaine routine qui ne me sert pas vraiment. Mais donc c'est ça, j'utilise vraiment, je pense comme beaucoup d'entrepreneurs, hein, Canva. Mmh. J'utilise pour justement donc tout ce qui va être le contenu rédactionnel. En fait, j'adore Google Drive. Donc, je travaille toujours sur Google Drive. Donc j'ai des dossiers où j'ai chaque mois. Et dans chaque mois, il y a toutes les dates où je dois publier des choses. Et puis dedans, il y a tout mon contenu. J'utilise pour tout ce qui est la planification Agora Pulse. Ouais, c'est ça, je pense que c'est Mmh. Agora Pulse, hein, le nom Ouais. du logiciel. Agora Pulse pour tout ce qui va être mon groupe Facebook privé, pour ma page Facebook d'entreprise et Mmh. pour Instagram. OK. Après, pour tout ce qui est infolette, j'essaye d'envoyer une infolettre par semaine. Mais les mois où je peux pas parce que je suis débordée, c'est correct. Il y en a pas une par semaine. Mais j'utilise Sendinblue Mmh. pour ça. Une par Et semaine puis, déjà, c'est super, hein? ben ouais, en fait, je pense que j'ai trouvé mon rythme cette année. Parce qu'avant, c'était comme des fois, j'avais comme 3 par semaine parce que je sortais un podcast et je voulais tout de suite en parler. Et après, j'avais rien pendant plusieurs semaines, donc c'était ridicule, voilà. Donc pour mon site web, c'est vraiment WordPress. Je passe beaucoup de Mmh. temps à écrire. J'apprécie, donc comme je disais tantôt, l'écriture. Donc vu que j'ai décidé d'accorder moins d'énergie au podcast. Donc j'ai repris le blogging, qui était une de mes premières amours webesques. Mmh. Donc c'est ça. Donc j'écris. Alors des fois, le travail de préparation d'écriture, c'est là dans mon cahier. D'autres fois, ça va être dans mon drive parce que c'est ça, c'est comme rentrer en travaillant sur ma com. Tiens, j'ai une idée pour un article et tout ça. Donc je le rentre là-dedans. Et puis sinon c'est des fois directement sur WordPress quand j'ai juste comme la fièvre d'écriture qui me prend. Et OK. puis c'est comme ça doit sortir. Donc voilà. J'explore Notion de plus en plus en fait, surtout avec le travail d'équipe. Mmh. Donc là dernièrement j'ai animé un événement et le fait de travailler sur Notion, pour moi ça a été un énorme gain de temps quoi, parce que Et comment tu l'utilises du coup? alors, entre autres, pour cet événement-là, donc il y avait une page, on va dire ça, non, un dossier qui était partagé où chacune des animatrices avait, donc j'avais
fait une espèce de maquette et chacune devait venir remplir et mettre leur contenu parce que pour moi, elles étaient responsables de leur contenu, leur bio, Mhm. le type Ouais. d'atelier qu'elles allaient animer, enfin ce genre de choses-là. Et après, il y avait des pages qui n'étaient pas partagées, dans lesquelles j'ai comme une espèce de brain dump, là, où je jette des choses dessus. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre encore dans ce fichier-là? Il y avait tous les éléments graphiques, mais alors Mhm. vraiment tout ce que j'ai pu produire. Il y avait une timeline aussi pour moi, pour m'organiser, pour savoir, ok, ben l'événement, finalement, on commence à en parler le 13 septembre. Il a lieu le 1, 2, 3 octobre. Ok, qu'est-ce qu'il y a à faire? Quand est-ce que ça doit être fait? Et puis voilà, quoi. La project manager en moi n'est jamais très loin. OK. Oui et puis, cet outil effectivement, il sert vraiment bien, à tout ce qui est organisation, nous, on est en train de le mettre en place, chez Common the Moon et je me rends compte que c'est vraiment, important de pouvoir, bien s'organiser, surtout si, comme tu dis, on vient, à travailler sur des projets en équipe ou à plusieurs pour avoir un même endroit où on répertorie tout, donc cet outil, validation plus plus. Ouais, j'aime beaucoup aussi dans Notion, c'est le fait d'avoir des archives. Parce que Mmh. moi, bon, sur la plupart des projets, je travaille quand même en solo et je suis du genre, comme j'aime la papeterie, ben, à avoir un carnet dédié vraiment à chaque projet. Alors le carnet, il est rempli, hein, ça c'est pas un problème, mais au bout d'un moment, bah, tout simplement, on Mmh. oublie ce qu'on a pu produire et tout ça. Et là, le fait de passer sur Notion, alors c'est certain que j'ai pas scanné mes cahiers et tout ça, mais à partir de maintenant, en fait, enfin à partir du moment où j'ai mis Notion en place, ben, tous mes projets ou mes idées se retrouvent vraiment à un endroit et je peux venir réfléchir dedans, aller voir, même si j'aime toujours le papier pour réfléchir et j'ai besoin de ce contact-là, le fait de pouvoir tout conserver à un seul endroit plutôt que d'aller chercher dans des boîtes, des cartons, des cahiers que j'ai depuis X années. Pour moi, je vois ça vraiment comme un gain de temps. Mmh mh. Je suis d'accord avec toi. Effectivement, toi, tu es très créative, donc le papier et cetera, tu as vraiment besoin, Ouais, d'écrire, de dessiner, de coller et cetera. Mais pour ceux qui sont plus, digitaux, en tout cas, un seul support peut suffire et Notion regroupe un peu tout. ouais, On peut faire des to-do, on peut écrire des ouais. choses, on peut, mettre des couleurs, enfin voilà, donc des emojis et tout. Donc c'est assez vivant, dynamique et sympa pour, s'organiser pleinement. OK. Est-ce que, tu peux nous parler, peut-être que j'ai oublié, des choses par rapport à ton organisation, donc tu pourras nous les spécifier, mais peut-être que tu as aussi à nous parler, donc tu en as déjà un petit peu parlé, des galères, des contraintes que tu as pu rencontrer quand tu t'es lancée et comment est-ce que tu as fait pour les surmonter? Alors, je dirais vraiment que je vois vraiment deux galères. Mmh. La galère numéro un, c'est l'isolement. Ouais. Et la galère numéro 2, c'est d'écouter un peu trop les sirènes. Alors, donc la galère numéro un, c'est vraiment l'isolement parce que, bah, c'est ça, donc j'ai créé mon entreprise ici, en Allemagne. Déjà, on est isolé par rapport à la langue parce que ni mon conjoint ni moi nous Mmh. parlons allemand, même si maintenant je parle un peu plus allemand. Mais je ne rencontre pas d'entrepreneuses dans mon domaine. Ou alors quand j'en rencontre, bah, c'est en allemand, donc automatiquement je suis comme voilà. Donc c'est ça, donc je me suis retrouvée assez rapidement isolée, donc physiquement, mais mentalement aussi. Et à trop être isolée, on a tendance à vraiment à ruminer, à reméguer un peu ses idées. On peut vite tomber dans un cercle vicieux plutôt que d'être dans un cercle vertueux. Donc ce que j'ai fait cette année pour éviter ça, pour vraiment lutter contre cet isolement, je me suis entourée. Je me suis entourée de personnes dont j'aime le travail, avec qui j'aime travailler aussi. Et on a créé notre groupe Les Paillettes, voilà, parce que j'aime beaucoup les paillettes en fait, Oui. donc c'est pour ça. Donc j'ai proposé à différentes femmes, donc bah, entre autres il y a Gaëlle de Knit Spirit, que tu Mmh. connais, Alexane. Il y a Audrey de Créa Bujo. Il y a donc Élodie Sohana et il y a Sophie Rolt Petit Pas.
Et on a toutes des spécialités complètement différentes, mais on s'est toutes lancées, on a toutes décidé de se lancer dans l'entrepreneuriat. On vit toutes en fait les mêmes choses, c'est ça le truc. Mhm. Pas forcément à la même vitesse, mais on le vit toutes vraiment. Et on se fait un appel une fois par mois où on fait le point. Qu'est-ce qui s'est passé ce mois-ci? C'est quoi notre gros projet? Quelles sont nos difficultés? Et évidemment, en l'espace d'une heure et demie, parce qu'on s'accorde à peu près 20-25 minutes chacune, euh, bah, on peut pas vraiment aller dans le fond de certains problèmes, mais en tout cas, il y a toujours la possibilité de dire, hey, moi, je peux t'aider là-dessus. Ok, on se planifie un appel. Plus tard, juste toutes les deux en one-one, ou si quelqu'un d'autre est aussi concerné par la même problématique, évidemment, on se remet ensemble. Mais c'est ça. Et le fait de juste pouvoir des fois verbaliser certaines choses, de verbaliser certaines idées ou de verbaliser certains sentiments, parce que bah, des fois c'est difficile l'entrepreneuriat, hein. Mhm. C'est pas des fois, c'est difficile. Mhm. Bah, c'est juste d'avoir un petit peu son groupe de cheerleaders avec soi. Mhm. Donc c'est ça. Donc j'ai mon groupe de paillettes. Mhm. Et puis, donc, comme je te disais tantôt, l'autre difficulté, c'est vraiment écouter les sirènes. C'est-à-dire que moi, quand je suis rentrée dans le coaching commençait à être à la mode en Europe. Même Mhm. si je connaissais beaucoup le coaching à l'américaine, au Canada et tout ça. Et donc, bah, c'est ça, c'est que tu te dis, ah bah tiens, elle, ça fonctionne comme ça, je vais prendre sa formation parce que ça fonctionne comme ça. Puis là, tu essayes une formation avec un plan qui ne te convient pas, qui n'est pas du tout adapté pour toi. Et en fait, bah, comme ça, j'ai perdu beaucoup de temps et beaucoup d'énergie et pas mal de sous aussi, faut dire ce qui est, à finalement essayer de créer un coaching qui ne me ressemblait pas, mais un coaching qui ressemblait à des machines à saucisses de marketing, on va dire ça comme ça pour rester gentil et poli. Voilà. Mais donc c'est ça, donc j'ai appris à m'en détacher et le fait de m'en détacher, finalement, j'ai trouvé ma façon à moi de faire du coaching, comment est-ce que j'aimais et comment est-ce que je pouvais bien répondre aux besoins de ma clientèle cible et de la vraie clientèle cible, celle que j'ai vraiment envie d'avoir et pas juste celle que j'ai parce que j'ai appliqué une to-do list, quoi. Mhm. Ouais, et donc du coup, le fait d'écouter du coup ces alarmes, c'est de se dire, je vais pas, par exemple, faire la formation dont tout le monde parle aujourd'hui parce que voilà, elle est bien marketée et que tout le monde a envie de la prendre, mais plutôt d'écouter mes ressentis, mon intuition, suivre mon intuition et me dire, bah en fait, celle-ci, elle n'est pas adaptée à moi malgré le fait qu'il y a beaucoup de communication, etc. Par exemple, en tout cas sur le thème de la formation, comme tu as donné l'exemple. Exactement. Et puis, c'est certain, on a tous envie de performer. Moi, j'avais envie de retrouver le salaire que j'avais avant, Mhm. un gros salaire à 5 chiffres annuels, voilà. Mais souvent, ces formations-là viennent un peu de la façon de penser d'Amérique du Nord. Mhm. Et pour y avoir vécu, donc c'est une autre façon de consommer les choses. C'est-à-dire que là-bas, on a des vraies cartes de crédit. C'est-à-dire, Ouais. c'est une réserve d'argent. Donc, et en plus, c'est un système vicieux dans le sens où plus tu utilises ton crédit, plus tu as de crédits de points, on va dire, par exemple, pour pouvoir acheter une maison ou pour pouvoir acheter une voiture. Sauf que tu te retrouves avec des crédits de 80 000 dollars en l'espace de 6 mois, quoi, parce que tu achètes tout à Ouais. crédit. Et du coup, tu peux mettre à crédit des formations que tu vas payer 5 000 euros ou quelque chose comme ça, parce que, et c'est certain qu'en mettant un prix à 5 000 euros pour accéder à une formation ou à un service, bah, c'est certain que tu as besoin de beaucoup moins de clients euh, pour, euh, pour faire ton chiffre annuel, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Mhm. Alors que finalement, quand tu écoutes vraiment le marché, quand tu écoutes vraiment ta clientèle cible, elle n'est pas forcément prête à mettre ce prix-là. Et donc, du coup, tu te casses un peu les dents parce que tu mets beaucoup d'énergie dans quelque chose qui n'est pas du tout aligné ou avec tes valeurs ou avec la façon de consommer du marché. Oui, et puis c'est vrai qu'effectivement, il y a plein de formations qui vont fonctionner pour tel ou tel marché, mais où on ne nous apprend pas forcément ce qui va fonctionner pour nous, comme tu disais Exactement. là. Et selon effectivement la cible qu'on a,
telle ou telle communication sera peut-être moins efficace. Donc, c'est ce que toi, tu as su déceler aussi. Mais avant ça, il y a Mmh. tout un travail de ciblage, en fait, qui est important. Ouais, Et tant qu'on ne connaît pas bien sa cible, on se dit, bon, cette formation, elle va fonctionner pour moi, ou cette méthode, elle va fonctionner, je vais faire pareil. Sauf qu'en fait, ouais, tout est adaptable, effectivement. tout à fait. Ouais. Ok. Ma prochaine question était par rapport à d'autres projets dont on n'a pas forcément parlé ou des futurs projets dont tu as Mmh. envie de nous parler. Alors une project manager ne peut pas vivre sans projet, C'est ça. évidemment. Sauf que maintenant j'ai appris en fait. En fait, c'est ça, c'est que j'ai appris vraiment les 2 premières années, je dirais. J'ai appris maintenant à ne développer les projets que ceux qui sont vraiment alignés avec moi Mhm, et pas juste parce que oh un objet brillant, un nouveau projet, tiens je l'attrape. Dans les projets, je dirais il y a une deuxième version d'Escapade créative. Donc Escapade créative, c'est un événement que j'ai un événement en ligne que j'ai animé début octobre, mhm, dans lequel j'avais des animatrices créatives. Le temps d'un week-end, en fait, on a permis à plus de 500 personnes de se connecter avec leur créativité. ok, Donc, il va y avoir une version 2 qui sera plus slow, qui sera plus respectueuse de nos créativités, de nos besoins créatifs, je dirais. Donc ça va arriver très certainement au printemps prochain. Il va y avoir un gros programme d'auto-coaching aussi que je vais mettre en ligne. Ce programme-là, ça va être la connexion à soi, la connexion aux autres, la connexion au cycle de la vie. Ça, c'est vraiment un truc sur lequel je planche déjà depuis plusieurs mois. Ça se fait pas rapidement un programme. Faut pas croire qu'on peut faire un programme en 7 jours. Donc c'est ça. Et puis il y a toujours des ateliers qui vont et qui viennent. Donc il y a toujours créer pour s'aimer, à la découverte de l'art journaling. Parce que mhm, en fait, la façon dont je pratique le coaching, je sais pas si je l'ai dit, mais la façon dont je pratique le coaching, c'est que j'offre aux personnes la possibilité de venir faire des explorations intérieures avec des outils créatifs. Donc ok, vraiment, l'outil créatif est un super médium. Pas besoin d'aller forcément dans de l'art thérapie. mhm, Il y a d'autres choses à faire qui peuvent être beaucoup plus fun, beaucoup plus légères et qui peuvent te permettre, ben c'est ça, de trouver ton équilibre, de te libérer du poids du passé. Je travaille beaucoup sur la psychogénéalogie, c'est vraiment quelque chose qui me mhm, passionne parce que ben comme toute passion, ça naît d'un besoin. Donc j'en ai eu besoin il y a quelques années. J'ai vu le avant et le après, et je me suis dit c'est pas possible que je laisse passer mes clientes à côté de ça. Et puis ben briser ces pensées limitantes parce que on a tous des petites phrases qu'on se répète dans la tête qui sont pas très gentilles. mhm, complètement. Est-ce qu'il y a d'autres projets sur lesquels tu as envie de partager qui sont peut-être pas forcément aussi aboutis que ceux-là, mais que tu as envie de lancer ou dont on n'a pas Alors, encore parlé? il y a d'autres projets, il y a toujours d'autres projets. Il y a mon site web, donc la refonte de mon site web que j'ai créé donc il Oui. y a 4 ans, mais cette fois-ci, je me fais accompagner par des experts, des expertes même. Je vais pas faire ça toute seule. Je pense que le site web, c'est notre vitrine. Hein, on est Mmh. dans un monde numérique. Donc c'est ça. Donc vraiment, le site web, là, ça va être mon gros bébé des Mmh. prochains mois. On va dire ça. Ça va Donc pas un mal projet en m'occuper. interne finalement, pas forcément à direction de tes clientes, mais vraiment en interne pour toi, pour faire progresser ton entreprise. Exactement, je vois vraiment, le site web comme mon outil, si j'ai plein de bugs, comme j'ai en ce moment, si j'ai plein de bugs, ben, je peux pas vendre mes ateliers. Mmh. Si j'ai plein de bugs, les clientes peuvent pas réserver un rendez-vous en ligne. Si, mes pages ne sont pas alignées dans un flow correct, bah, tout simplement je perds, les visiteurs qui viennent sur mon site web et Mmh. c'est dommage de les perdre alors que finalement c'est assez simple de prendre un rendez-vous quoi. Oui, je me sers moi, mais ça va servir aussi, je pense, Bah oui, bien sûr. à,
aux autres aussi. Et puis sinon, un projet que j'ai toujours on side, c'est que j'ai mon groupe Facebook Pause Créative, Oui. dans lequel je partage beaucoup plus de mon quotidien, que sur mon quotidien de coach de vie, mais aussi beaucoup plus de créativité. Et entre autres, j'ai aussi une page YouTube, une nouvelle page YouTube dans laquelle je viens parler de beaucoup plus de ma passion pour l'art journaling, où là, Mhm. c'est vraiment dédié entièrement, ces deux projets-là sont vraiment dédiés à la créativité et à l'accessibilité aussi à la créativité, parce qu'on n'a pas besoin Mm. de faire des choses très compliquées pour juste créer. Oui, mais il faut quand même avoir cet esprit que tu as, bien sûr, mais pas tout le monde l'a. Donc finalement, c'est intéressant de pouvoir faire des ateliers pour développer sa créativité et pour Tout à apprendre fait. à l'utiliser. Ouais. Super. Eh ben, merci pour ces partages. J'ai une dernière question pour toi. Est-ce que Ouais. tu as un petit message à nous faire passer, peut-être une dédicace, comme j'aime bien l'appeler, ou un message qui te transporte aujourd'hui et que tu as envie de nous partager? Je dirais vraiment, alors je sais, c'est une phrase galvaudée, on la lit partout et tout ça, mais c'est quelque chose qui m'est cher, c'est écoute ton cœur, il connaît le chemin. C'est, je veux dire, Louis Elliott, de mémoire, Mhm, qui a dit cette phrase-là, et c'est vrai. C'est vrai, on peut facilement se perdre. Alors mon parcours, comme tu as pu le voir, hein, il est vraiment parti un petit peu dans tous les sens. Mais en y réfléchissant, si je m'étais vraiment écoutée dès le début, je pense que j'aurais, alors je serais peut-être pas coach de vie, mais j'aurais travaillé dans l'art-thérapie, c'est certain, parce qu'au départ je voulais devenir ergothérapeute mhm. et entre autres utiliser les arts plastiques pour Ouais. accompagner des personnes handicapées. C'était vraiment mon plan de départ, mais j'ai dérapé. Je me suis perdue en chemin, mais j'ai appris plein de choses. Par contre, ça c'est super important. Oui. Mais j'ai appris plein de choses, mais finalement, en écoutant mon cœur, je me suis vraiment trouvée moi. Et puis le fait de me trouver moi aussi m'a permis de rencontrer plein de belles personnes, dont toi, Alexane, Mhm. des gens avec des parcours inspirants. Et c'est ça, de toujours avoir son cœur ouvert et de le suivre. Mhm. C'est super beau ce que tu dis et je pense que c'est vraiment important qu'on garde cette notion en tête qu'être entrepreneur, c'est aussi une notion de partage, d'écoute, de bienveillance entre nous et que c'est pas seulement une concurrence finalement Non, accrue, bien au contraire, c'est qu'on peut partager, qu'il y a du travail pour tous et que exactement. justement on peut s'aider les uns les autres, se booster vers le haut. Et tout ce que tu as partagé aussi aujourd'hui, ça nous le confirme. On termine pleinement positivement cet épisode en gardant en tête les liens que je remettrai bien sûr dans la légende vers ton podcast, vers ton site internet et vers tout ce que tu partages comme onde et pas seulement comme offre ou service parce que les ondes positives, on en a tous besoin et au quotidien. Donc, merci beaucoup pour ton partage, merci beaucoup pour ta confiance et on se dit à très très bientôt. Merci. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode, j'espère qu'il vous a plu et si c'est le cas, n'hésitez pas à nous laisser des commentaires et petites étoiles sur Apple Podcast. Vous pouvez aussi nous envoyer des messages en privé, ça nous fera très plaisir.